Bonjour. Gracias. Hola. Konnichiwa. Xin chào. Sawadika. Apa kabar? Bonjour et bienvenue en compagnie du Courrier des auditeurs animé aujourd'hui par François-Xavier Boulet. Et Lisa Dufaux. Pour répondre à vos questions bien sûr, mais aussi rappeler les concours, sans oublier une ou deux annonces, n'est-ce pas ? Oui, alors on va commencer par le rappel du concours du mois d'avril. Ah oui, parce qu'il ne reste plus que quelques jours, une petite semaine à peine. Voilà, il faut nous dire quel est le verdict en première instance du jugement de Ko Wen-je, l'ancien maire de Taipei et fondateur du Parti du peuple taïwanais, Oui. qui a récemment été... je vous le dis pas, parce que sinon... Voilà. Il était condamné, mais, oui, voilà. mais il faut nous dire. à vous de nous dire À quoi ? à quoi et puis combien de temps et tout voilà. ça. Mhm. Et il y aura des cadeaux, comme d'habitude. Il y a 5 bandoulières pour téléphone portable à remporter. Oui. C'est bien pratique. J'ai récemment fait l'acquisition d'une bandoulière comme ça. Moi, je me suis pas mis parce que j'aime pas avoir un truc lourd autour du cou. Et du coup, je le garde tout le temps, soit dans mon sac, soit dans la poche. Mais ça peut se mettre en bandoulière aussi. Et Oui, pas oui. seulement autour du cou. Donc ça... C'est vrai. C'est mieux. C'est réglable aussi la Oui, longueur de... C'est ça, c'est réglable. Donc on peut le mettre plus court de la pour que ce soit sangle. autour du cou. Mhm. Ou alors plus long et alors on le porte comme... D'accord. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est assez répandu dans les pays dans lesquels vous nous écoutez. À Taïwan, on en voit quand même beaucoup et de plus en plus. En France, pas beaucoup, je crois. Mhm. Je On pense préfère parce avoir que le c'est sac, moins sûr, peut-être, les rues. Ah oui, on peut Euh, peut-être se faire tirer comme ça son oui, téléphone voilà. trop facilement. C'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un cadeau qui vous attend si vous répondez à la question du concours mensuel du mois d'avril, Mhm. sans oublier qu'il y a aussi un concours trimestriel. Oui, alors, je vais vous le rappeler. Oui. Il faut nous citer 3 mesures prises à Taïwan au niveau du gouvernement central ou local pour encourager la natalité. Mhm. Et là aussi, il y a des cadeaux à remporter. Ce sont des tongs ou des sandales taïwanaises typiques en magnet. D'accord. Donc des aimants de sandales typiques. Je pense que je vois de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont Voilà, les peut sandales, tenir une- enfin, plutôt les claquettes les avec, claquettes bleues et blanches, Ouais, j'imagine. c'est ça. Voilà. Bleu et blanche ou alors blanche et rouge. Oui, j'imagine. C'est vraiment très typique de Taïwan, ça. Oui. Et vu que c'est en magnète, eh ben, ça peut tenir votre liste de courses sur votre frigo, par exemple. Voilà. Ou le dessin de la petite dernière ou du petit dernier qui revient de l'école. ou... enfin, à vous de vous... Ou pourquoi pas la carte QSL envoyée par RTI aussi. Tout à fait. Comment Ou je l'avais encore oublié, un celle-là. fanion de RTI, puisque nous oui. avons une activité supplémentaire à la radio en ce moment. Oui. Pour gagner un fanion RTI 2026 avec un dessin de pie bleu de Taïwan. Mhm. Il faut nous envoyer au moins 3 rapports d'écoute avant fin mai. Voilà. Donc l'activité a commencé le 19 avril. Donc vous avez à peu près quelques un semaines. bon mois, même plus, oui. Pour tenter de remporter, enfin c'est pas tenter, il suffit de nous envoyer 3 rapports d'écoute et vous êtes sûr de recevoir ce fanion en mentionnant que ce fanion vous intéresse. Et si vous voulez voir à quoi il ressemble et que vous ne l'avez pas encore vu, la photo elle est communiquée dans le courrier des auditeurs de la semaine dernière, donc sur notre site internet. Et c'est vrai que je le trouve, plusieurs d'entre vous ont dit mais il est magnifique ce fanion, C'est je vrai. le veux. Je vais Il est peut-être tellement beau participer alors qu'on est moi aussi. plusieurs animateurs à avoir dit tiens on voudrait bien aussi le fanion cette année. Voilà. Non, c'est bien sûr nos il faut auditeurs envoyer les qui rapports sont d'écoute, hein. prioritaires. Eh oui, voilà. On va se mettre à écouter nos émissions Oui. et puis à écrire des rapports d'écoute sur nos émissions. J'ai beaucoup aimé l'émission de Lisa. Et voilà, un rapport d'écoute de fait. Voilà. Bon, toute blague mise à part, voilà pour les annonces. On a une autre petite annonce à vous faire qui nous est envoyée par Paul Jamet, un auditeur très fidèle, qui, on va bientôt d'ailleurs tout à l'heure répondre à une de ses questions, mais il souhaitait nous partager une activité qui a lieu ce samedi même. Donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir si vous êtes radio-amateur que le 25 avril, c'est la journée internationale Marconi. Donc c'est une célébration d'une journée radio en fait. C'est souvent le samedi le plus proche du 25 avril. Pourquoi 25 avril ? Parce que c'est le jour de naissance de ce monsieur, Guglielmo Marconi, qui est un des pionniers des transmissions sans fil. Et notamment, c'est une journée hommage pour les radios amateurs où il y a un genre de marathon d'écoute radio 24 heures. Voilà, un événement en tout cas lié à la radio pendant 24 heures, tout le temps, tous les ans, le samedi le plus proche du 25 avril, en hommage justement aux travaux de ce monsieur Marconi qui a largement œuvré
pour mettre en place la toute première liaison transatlantique, c'était en 1901. Voilà, c'est intéressant. Alors du coup, cette journée, elle n'est pas que en France, elle n'est pas que pour les radios amateurs, c'est une journée vraiment internationale. Et dans son message que Paul Jamet nous partage et qui est relié d'ailleurs au Radio Club du Perche, il précise que cette journée de célébration hommage à Marconi repose sur, je cite le message, l'activation de stations spéciales et la réalisation de contacts radio entre plusieurs opérateurs à travers le monde entier. Du coup, c'est l'idée d'avoir un contact entre deux radios, donc le code QSO. Et cette journée permet de combiner la commémoration historique, la pratique opérationnelle et la valorisation des savoir-faire radio-amateurs. Donc voilà pour les radios amateurs. Les radios écouteurs aussi peuvent participer bien sûr à cette journée qu'on encourage pour retrouver toutes les informations bien sur le site du Radio Club du Perche par exemple ou les autres clubs radio qui participent à cette grande journée et on vous en souhaite une très bonne fête. Oui, alors on va répondre maintenant aux questions. Oui. Alors peut-être que tu voulais commencer par la question de on peut Paul continuer Jamet. avec Paul Jamet, Oui. voilà, dont on a reçu une question. Alors, elle est un peu plus ancienne que ce message du 25 avril d'aujourd'hui même, mais c'est une question qui est assez intéressante et puis presque d'actualité aussi. En tout cas, en géopolitique, on est toujours dans les tensions, donc dans presque l'actualité du jour. Mais récemment, Paul Jamet nous avait envoyé beaucoup de rapports d'écoute avec une question basée sur comment Taïwan se prépare à une attaque chinoise liée à un article que notre auditeur avait suivi sur la BBC notamment. Et il se posait la question de savoir est-ce que le gouvernement met en place des mesures en cas de blocage, c'est-à-dire au niveau des communications. S'il n'y a plus de connexion Internet, comment la population pourrait communiquer? Comment Taïwan envisage ce genre de blackout des communications sans Internet en termes de communication entre les gens, mais aussi la société civile, le gouvernement, les messages importants et bien sûr la question de la résilience qui se cache derrière. Alors c'est presque un dossier de la semaine qu'on pourrait dire, une question comme celle-là, mais on peut rappeler que l'année dernière, c'était au mois de juillet précisément, le gouvernement a adopté un plan quinquennal à 27 milliards de dollars taïwanais. C'est plus de 780 millions d'euros pour lancer la 6G commerciale, mais surtout la communication par satellite à orbite terrestre basse pour l'horizon 2030. Donc, le but, c'est bien sûr de renforcer le rôle de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement des communications de nouvelle génération, mais surtout doter Taïwan de ses propres satellites en basse orbite pour pouvoir un peu ce que Starlink fait en Ukraine avec plus ou moins des coupures, comme on le sait, il y a eu des tensions, etc. Mais ces satellites qui ont permis et qui permettent encore de pouvoir assurer des communications quand l'Internet est coupé ou quand l'ennemi choisit de censurer les communications traditionnelles. Donc Taïwan veut ses propres satellites, ce n'est pas tout nouveau. Là, le plan quinquennal à 27 milliards, donc 780 millions d'euros, il a été lancé l'année dernière, mais ces nouveaux satellites, il y a déjà des projets très porteurs qui ont été lancés. Et pour cela, Taïwan s'appuie non seulement sur le secteur public, mais aussi privé. Et on peut se rappeler que la Foxconn, donc Honghai, a déjà lancé en novembre 2023, donc ça remonte un petit peu, 2 satellites pilotes dans ce domaine-là, des satellites basse orbite, le Pearl 1H et le Pearl 1C. Ils avaient été lancés en orbite en novembre 2023, pas plus gros qu'un sac à dos, c'est vraiment des CubeSat, des mini satellites cubes qui pèsent environ 9 kg chacun et qui transportent des caméras, des appareils de communication, plein d'équipements justement de communication pour pouvoir assurer une communication quasiment continue puisqu'ils font le tour de la Terre en fait en 96 minutes à une altitude d'environ 500 km. Cela permet donc de pouvoir justement assurer des communications quand il n'y a plus de communication traditionnelle, avec le renvoi des signaux sur différentes stations au sol.
Et le directeur du centre de recherche sur les communications de nouvelle génération à l'Institut de recherche de Hon-Hai avait à ce moment-là indiqué que le projet pilote était un succès puisqu'il prouvait les efforts engagés par le secteur privé appuyé par le secteur public de Taïwan dans les communications à large bande par satellite en basse orbite terrestre, avec les capacités donc de nouvelle génération. C'est un test qui a été validé et répété plusieurs fois depuis. On parle ici des 2 CubeSat Pearl 1H et Pearl 1C qui ont été un peu des références dans le développement de ces nouveaux satellites basse orbite développés par Taïwan, même si on est encore loin du compte pour une couverture que Taïwan aimerait au total de 80% en termes d'autosuffisance. Alors on est loin de ce terme-là, c'est sûr, mais pour Taïwan, c'est sensiblement similaire aux autres pays en cas de crise. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'Internet, qu'il n'y a pas de téléphonie portable, comment on peut communiquer ? Oui, il y a bien sûr les talkie-walkie, il y a les téléphones satellites, mais on s'appuie surtout sur ce qu'on appelle le mesh, c'est-à-dire les réseaux maillés. Donc des radios aussi toutes simples et même les radios à manivelle pour recevoir un petit peu les messages de manière plus mécanique et bien sûr les satellites à basse orbite dont on vient de parler. Les réseaux maillés pour Taïwan, on peut s'appuyer sur les outils comme Briar ou Bridgefy qui permettent aux smartphones ou aux téléphones, même sans connexion Internet, de pouvoir activer le Bluetooth ou un Wi-Fi ou l'équivalent d'un Wi-Fi direct. Cela permet d'échanger des messages sans l'Internet et cela permet surtout d'assurer un réseau local. Donc si plusieurs appareils de ce type sont connectés à proximité, ça renforce le réseau local et ça peut créer un nouveau système de communication. En dehors des classiques comme les talkie-walkie ou les téléphones satellites, il y a bien sûr des applications d'urgence, sachant que dans le livret de crise développé pour la société civile et imprimé pour la première fois en version papier depuis l'année dernière, distribué dans toutes les boîtes à lettres à Taïwan, eh bien, il y a un petit peu ce conseil d'utiliser des applications locales, comme le NFA, c'est-à-dire le National Fire Agency, ou le numéro 119, c'est le numéro qu'on fait en cas d'incendie ou d'urgence, qui peuvent permettre de précharger des informations sur des messages d'urgence par les autorités pour les civils. Du coup, en cas de crise, avec ce numéro, on pourrait avoir un message même sans connexion, un message préenregistré, activé en cas d'urgence par rapport à la situation dans laquelle on vit. Et bien sûr, il y a la question des médias traditionnels, radio comme la RTI, télévision, qui restent des sources d'informations cruciales lorsque l'Internet ou la téléphonie mobile sont en panne, voire coupés. Mais là aussi, les médias traditionnels ne sont pas 100% fiables au sens où ça peut être aussi coupé ou une antenne peut être bombardée et ne plus pouvoir diffuser. Donc, reste fragile. Toujours est-il que Taïwan développe la technologie OneWeb avec ses satellites à basse orbite en coopération avec l'Europe d'ailleurs. Et on peut noter par exemple la coopération avec Eutelsat pour ne pas dépendre seulement de Starlink dont on a vu le bon vouloir ou non d'Elon Musk dans le conflit ukrainien par exemple. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à cette question sur les communications basse orbite quand il n'y a plus d'internet ou les talkie-walkie ou pourquoi pas les messages un petit peu indiens, tu sais, où il y a les colonnes de fumée, ça peut marcher aussi. Oui. Voilà. Merci à toi Fix merci et merci à Paul Jamet. Oui. Et on va passer à la deuxième question qui est une question de Jacques Augustin qui demandait combien de jours d'ensoleillement par an compte Taïwan et est-ce qu'il y a des effets du réchauffement climatique sur cet ensoleillement. Oui. Alors dis-nous tout, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas assez de jours d'ensoleillement. Je suis d'accord avec toi. Alors, Taïwan connaît une météo très variable, avec un ensoleillement marqué par une forte humidité, de fréquentes précipitations. Oui. Et au nord en particulier, et notamment à Taipei, le ciel est souvent nuageux, avec environ 190 jours de pluie par an. Donc, presque la moitié de l'année en fait. Oui, c'est ça. Tandis que dans le sud, c'est plus sec et il y a un ensoleillement plus constant. Et les mois les plus ensoleillés sont généralement juillet et août, même si c'est aussi la saison des typhons. Alors, au niveau de l'ensoleillement à Taipei, la capitale bénéficie en moyenne de seulement 1404 heures d'ensoleillement par an.
Ensuite, il y a de fortes disparités régionales entre le nord et le sud. Donc le sud-ouest de l'île est beaucoup plus ensoleillé et sec d'octobre à mai, avec environ 110 à 120 jours de pluie par an. Donc beaucoup moins que les 190 qu'on a à Taipei. Et donc, si on vient visiter Taïwan, il vaut mieux visiter entre octobre et mars, particulièrement dans le sud. D'accord. Et pour ce qui est de l'été, donc ce sont des étés chauds et humides. Et en juillet et en août, il y a souvent un soleil très fort, entrecoupé d'orages et de typhons. Oui. Donc, c'est vrai que Taïwan n'est pas vraiment une destination idéale pour ceux qui aiment le soleil. Enfin, disons qu'il y en a, mais c'est un soleil qui est très fort, qui est entrecoupé de pas mal de pluie. Et surtout, c'est pas le soleil des cartes postales. Surtout, c'est pas constant, donc on ne sait jamais. Oui. Par exemple, ma famille est venue en avril, début avril, et j'avais vu que la saison de la pluie des prunes, normalement, ça commence fin avril et mai. Donc on s'est dit, ça devrait aller. Et en fait, à Taipei, il pleuvait tous les jours. C'était la rivière de Wulai a débordé, donc on ne pouvait même pas aller dans les sources chaudes. Il y a eu des moments trop... C'est ça. Et alors qu'ensuite, on allait dans le sud, et c'était la sécheresse. C'était la sécheresse. Tous les fleuves étaient complètement secs. Il n'y avait pas une goutte d'eau, et c'était vraiment la pénurie. Et c'est vrai que récemment, on en parlait à Taïwan, il y a peut-être 2 semaines de cela, le risque de sécheresse qui est accru à Taïwan. Alors quand on est à Taipei, on se dit, quand même, on exagère un peu, mais Hsinchu, le sud, même la côte sud-est, ils sont beaucoup plus, en effet, sujets à ce genre de sécheresse et de manque de pluie, oui. Mais je vais en reparler. Mais avant ça, je voulais parler de la répartition par grande région. Oui. Alors le nord de Taïwan, donc qui comprend Taipei, Keelung et le Nouveau Taipei, donc c'est la région la moins ensoleillée, on aura compris, marquée par un climat subtropical humide. Oui. Et en moyenne, on a entre 1400 et 1500 heures de soleil par an à Taipei, avec un ciel souvent couvert en hiver et au printemps. Et le mois de juin qui est le plus nuageux, avec 81% de couverture nuageuse en moyenne. J'aurais pas pensé au mois de juin, si on m'avait demandé de lister le mois le plus nuageux. C'est vrai. Et l'été est ensoleillé, mais entrecoupé d'orages fréquents, on a vu. Oui. Et ensuite, dans le centre et la côte ouest, donc plutôt Taichung, Hsinchu, on a un ensoleillement qui est plus élevé que dans le nord, avec un climat plus clément. Et en moyenne, Taichung bénéficie d'environ 2000 à 2100 heures de soleil par an, donc beaucoup plus qu'à Taipei. Oui. Et dans le sud, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, c'est la région la plus ensoleillée de l'île, avec un climat tropical de mousson. Et en moyenne, Tainan et Kaohsiung peuvent dépasser les 2500 ou les 2600 heures de soleil par an. Donc c'est vraiment énorme. Alors je ne sais pas si vous avez été attentif à cette description. Dans le nord, on parlait de climat subtropical, dans le sud de climat tropical, parce que c'est vraiment le tropique du Cancer qui passe à ce niveau-là, quoi. C'est vrai. Et on a l'impression d'être dans un climat très différent. Et dans le sud, l'hiver est très ensoleillé et sec. Et d'ailleurs, comme tu disais, il y a une saison sèche très marquée qui rend les journées dégagées très fréquentes, même si l'été est sujet aux typhons également. Et pour ce qui est de la côte est, avec donc Hualien et Taidong, c'est un ensoleillement plutôt modéré. En fait, la côte est plus exposée aux moussons du nord-est en hiver et aux typhons en été, ce qui réduit le nombre de jours totalement dégagés par rapport à la côte ouest. Donc, en résumé par saison, d'octobre à mars, c'est la saison sèche. Donc, c'est idéal, ensoleillement fréquent, particulièrement dans le sud et dans le centre. Oui. Ensuite, de avril à septembre, c'est la saison humide, donc très chaud et humide, avec de fortes pluies, de moussons et des typhons, mais avec des périodes ensoleillées qui sont très intenses. Et il faut faire très attention à l'indice de UV, parce que vraiment, l'exposition aux rayons. Ça peut être vraiment très fort. Même en avril, on a eu des 11, qui est le maximum. Le maximum, c'est 11 et plus. Ah oui. Donc, c'est violet. Et on ne le sent pas forcément si on est justement caché par les nuages ou autre. Non. Sur la côte Est, tu disais le temps est parfois plus clément ou en tout cas plus changeant. C'est vrai que moi j'habitais un peu plus d'1 an à Hualien et dans la même journée on pouvait avoir 3 climats différents, quoi. Ouais. Souvent ça se terminait, alors là je parle plutôt pour l'été, le matin très agréable, assez dégagé, presque frais. Dans la journée normale, voire chaud, et puis en fin d'après-midi, une fois que les nuages se sont accumulés depuis l'horizon et une peine à passer par-dessus la montagne, alors on avait une bonne heure d'averse orageuse, quoi. Et puis une fois qu'ils passaient par-dessus, on était tranquille pour toute la soirée, quoi. D'accord. Ça changeait vraiment beaucoup, c'était intéressant.
Et pour ce qui est des conséquences des changements climatiques à Taïwan, alors vraiment on pourrait parler des heures sur ce sujet, Oui. mais en moyenne on a enregistré une hausse de 1,4 degré en 100 ans, 1,4 degré Celsius en 100 ans à Taïwan, et la montée du niveau de la mer est 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale à Taïwan. Oui. Donc Taïwan est particulièrement exposé à la montée du niveau des océans. Et en fait, à Taïwan, les changements climatiques ne se traduisent pas simplement par plus ou moins de pluie au total, mais plutôt par une intensification des extrêmes, donc plus de pluie lors des événements intenses comme des typhons. Et des grosses pluies diluviennes, quoi. Voilà, c'est ça. Et une saison sèche qui est plus sèche et qui rend la gestion de l'eau plus complexe. Donc on en a parlé, il y a pas mal de pénuries. Il y a quelques années, on a eu vraiment des pénuries. On n'arrêtait pas d'en parler pour dire que les bassins, les réservoirs étaient vides. Oui. C'était terrible. Vides ou pour les remplis de agriculteurs, limon. c'était compliqué et ça crée aussi des conflits pour les ressources entre Tout à fait. les habitants et les entreprises, avec un secteur industriel à Taïwan, des semi-conducteurs qui consomment énormément d'eau et d'électricité. Et alors quand les agriculteurs n'ont pas assez d'eau, mais qu'on donne des quantités énormes d'eau à TSMC pour faire des semi-conducteurs, ben forcément, ça crée des conflits. Surtout que les agriculteurs sont les premiers à être en restriction, tout à fait, pour l'arrosage, etc. Donc, c'est pas Même facile, s'il y a une subvention pour les pertes, ça remplace pas tout, quoi. Par contre, depuis... Ça remplace pas et c'est frustrant aussi. Mais depuis un peu plus d'un mois, dans le courant du mois de mars, il y a le tout nouveau système d'irrigation pour Chiayi Tainan, la grande plaine agricole, qui a été inauguré en grande pompe par le président Lai Ching-te. Et c'est vrai que c'est une infrastructure agricole, la première de cette envergure en plus de 50 ans, en un demi-siècle. Donc c'est la première grosse infrastructure de canal d'irrigation, etc., qui ont à cette échelle-là depuis en fait l'établissement des différents canaux sous l'époque japonaise. Donc c'est un gros truc qui a été fait, qui était promis par plusieurs administrations et qui vient d'être lancé. Et ça permet de connecter les différents justement réservoirs d'eau dont tu disais pour alimenter les plaines de Chiayi Tainan, mais les communiquer entre eux et peut-être aiguiller le plus d'eau d'un côté vers ceux qui en manquent le plus et équilibrer un peu comme cela les ressources et éviter justement que ce soit les agriculteurs qui trinquent en premier. Et quand on parlait d'intensification des extrêmes, en fait, il y a une augmentation rapide de l'intensité des pluies extrêmes au cours des dernières décennies. Oui. Donc les études montrent que les typhons et les pluies de mousson apportent des précipitations plus abondantes en un temps plus court. D'accord. Et pour ce qui est des saisons, elles sont plus contrastées. En effet, le climat taïwanais devient plus mouillé en été et sec en hiver. Donc les prévisions indiquent que la saison des pluies de mai à octobre deviendra plus humide, tandis que la saison sèche de novembre à avril deviendra plus sèche, particulièrement dans le sud et l'est. Et pour ce qui est des sécheresses, on en a parlé aussi. Le total annuel des sécheresses semble être stable ou en légère hausse, mais Taïwan fait face à des graves sécheresses, comme celle de 2020-2021, qui était la plus grave depuis 50 ans. Donc je pense que c'est celle-là dont on a beaucoup parlé. Oui. En raison de la mauvaise répartition saisonnière des précipitations. Donc il y en avait, mais pas au bon endroit. Voilà. Et pas assez... et pas assez abondante pour pouvoir rééquilibrer en effet le manque. Je me souviens d'ailleurs plusieurs fois, enfin pas que cette grande sécheresse, mais aussi en 2023, l'année dernière, le gouvernement, il essaye de lancer parfois des fusées artificielles pour provoquer des pluies au-dessus justement des barrages. Je ne savais pas que Taïwan faisait ça aussi. Taïwan le fait, D'accord. mais rarement. En tout cas, ce n'est pas forcément toujours médiatisé. Et c'est vrai qu'en 2023, il y avait eu plusieurs tests avec des nouvelles technologies pour que ce soit plus efficace. Puis on en a pu reparler après, donc je pense que ça n'a pas été si prometteur que cela. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que ça fait aussi partie des outils, des technologies, de se dire on est une île, on manque d'eau alors qu'on est entouré d'eau. Comment on peut exploiter cela, le climat à bon escient, et sans en avoir trop d'un coup, comme tu disais, avec les pluies diluviennes qui ne sont pas forcément exploitables pour les réservoirs, quoi. C'est la première fois que je voyais Ulai comme ça. La rivière c'était un torrent.
Ouais. Et la source chaude qui est, tu sais, la source chaude qui est dans le lit de la rivière, Mhm. où les habitants vont Donc, gratuitement, inaccessible. totalement inondée. Eh bien, comme quoi, le changement climatique, C'est visible. voilà, c'est ça. Mm. En espérant que ça peut au moins s'équilibrer. Mm. Alors, j'espère que ça répond bien à la question de Jacques Augustin Oui. sur l'ensoleillement. On le remercie pour ses nombreuses questions. Et oui. On en a encore une, je crois. Voilà, on va prendre justement les dernières minutes qui nous restent pour le courrier de cette semaine pour voyager un peu jusqu'au Pakistan, en espérant que ce sera aussi le symbole de la paix en Moyen-Orient, puisque c'est là-bas qu'on Ah oui. discutait. Non, c'est un auditeur qui nous écoute là-bas, Monsieur Mohamed Akil Bachir, La de Jang. qui voulait savoir exactement. Ah, je commence à connaître. Eh oui, il voulait savoir comment on arrive à Taïwan à intégrer, ou plutôt dans quel domaine sont intégrés les travailleurs migrants et comment on assure l'égalité des droits de ces travailleurs migrants par rapport aux travailleurs taïwanais en fait. Alors globalement, les travailleurs migrants, ils sont dans de plus en plus de domaines à Taïwan face à la société qui devient super âgée maintenant, comme le décryptage de mercredi dernier le disait. On a été une société vieillissante et puis tellement rapidement qu'on est en âgé puis super âgé maintenant. Donc face au manque de main-d'œuvre, face aux besoins aussi des soins de longue durée, de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, on a besoin de plus en plus de main-d'œuvre étrangère dans les usines, mais aussi pour les services à domicile. Donc ce sont essentiellement les domaines qui recrutent le plus de travailleurs migrants. À Taïwan, on compte plus de 810 000 travailleurs migrants aujourd'hui, dans l'industrie, dans les services à domicile, dans la restauration, dans des petits boulots aussi. Donc ça peut être des sociétés de nettoyage, de gardiennage. Donc on les trouve là où généralement les employeurs pêche peuvent payer aussi. moins cher. Dans la pêche, évidemment, beaucoup. Là où les employeurs peuvent payer moins cher qu'un salaire taïwanais, puisque alors même si le salaire minimum est en hausse à Taïwan, il dépasse les 29 500 $ taïwanais aujourd'hui par mois, c'est-à-dire quasiment 1 000 € brut. Pour les travailleurs migrants, ce salaire-là, il commence à 24 000 seulement. Après, ça dépend des services. Si c'est dans les soins, il peut être encore plus faible, donc moins de 20 000 pour certains travails d'ouvriers à l'usine ou dans les industries, ou dans l'hôtellerie également. L'élargissement des secteurs, on l'a vu, le secteur de l'hôtellerie est de plus en plus ouvert, comme la restauration, face à la pénurie de main-d'œuvre. On ouvre aussi les différentes origines. Donc il y a les travailleurs indonésiens, thaïlandais, vietnamiens, philippins, et maintenant on essaye de mettre en œuvre aussi l'arrivée des travailleurs indiens. Mhm. Après, la question des droits des travailleurs migrants qui sont censés être les mêmes que les travailleurs taïwanais, elle revient quasiment tous les jours dans l'actualité, tous les jours auprès du ministère du Travail, pour après avoir des salaires à deux vitesses et des lois à deux vitesses. On essaye justement que les droits humains soient respectés, quelle que soit l'origine finalement, la nationalité de la personne qui travaille et le domaine dans lequel elle travaille. Mais il y a encore du boulot, que ce soit pour l'aide à domicile, pour les secteurs de l'hôtellerie, la pêche, la restauration, où la main-d'œuvre, elle est souvent synonyme d'exploitation encore aujourd'hui à Taïwan. Voilà un peu pour cette vue d'ensemble, en essayant de répondre du mieux possible à la question de notre auditeur Mohamed Akil Bachir, qui nous écoute à Chang, au Pakistan. Voilà, merci à lui et à bientôt sur Radio Taïwan International. Bye bye.